Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence à cette rencontre. Donc, je suis Émilie Régnier-Lody, fondatrice d'ADEC et diplômée du Master RSE et Développement durable des mines. Je conseille en la matière en RSE et numérique responsable. Alors, vous êtes particulièrement nombreux aujourd'hui pour écouter Franck Lirzin sur le sujet brûlant d'actualité qui est l'adaptation au changement climatique des entreprises et plus particulièrement de la SNCF Immobilier. Donc Franck a mené un très beau parcours académique. Donc après l'IX, il a intégré le corps des mines en 2006 et s'en est suivi une carrière bien riche, notamment plusieurs expériences en cabinet ministériel, mais aussi la direction exécutive du groupe Gessina, qui est une société foncière. Et depuis peu, il a rejoint la direction stratégie, maîtrise d'ouvrage et client de la SNCF Immobilier. Euh, nous vous présentons par avance nos excuses parce qu'étant donné le nombre de participants qui est prévu aujourd'hui, il se peut qu'on ne puisse pas répondre à toutes les questions dans le chat. La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez continuer à creuser le sujet. Alors, vous pourrez adresser en différé vos questions à Franck, mais surtout découvrir l'ouvrage qu'il a rédigé et publié il y a peu aux éditions de l'Aube, qui est Paris face au changement climatique et qui poursuit le thème de l'adaptation au changement climatique sur la ville de Paris plus particulièrement. Un grand merci Franck pour ta disponibilité et l'animation de cette rencontre autour de ce thème. Merci beaucoup, Émilie, et bonjour à tous, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'adaptation au changement climatique. Donc, je vous présenterai d'abord qu'est-ce que c'est, le changement climatique et l'impact sur l'immobilier et les infrastructures physiques. Et puis après, je vous présenterai ce qu'on fait à la SNCF. Donc, on va essayer de tenir dans une demi-heure. Et puis ensuite, il y a effectivement la possibilité de de poser des questions et d'échanger. Euh, et donc, effectivement, je travaille pour SNCF Immobilier. Pour présenter en quelques mots, donc, le groupe SNCF en fait, est propriétaire d'un des plus grands patrimoines de France. Donc, c'est 25 000 bâtiments, c'est 8 millions de mètres carrés, donc partout en France, et très diversifié, puisqu'il y a à la fois des usines, donc des technicentres de maintenance des trains, il y a des ateliers, il y a des entrepôts logistiques, il y a des logements aussi pour les cheminots, il y a des bureaux pour les équipes support, les équipes d'ingénierie. Donc voilà, c'est un patrimoine qui est très diversifié, d'âge très différent. On a des bâtiments construits il y a plus d'un siècle, d'autres qui viennent qu'on est en train de construire. Et donc c'est un très bon échantillon de ce qui se passe sur le changement climatique et l'impact sur sur les bâtiments. Alors, le changement climatique, bon, je pense que vous êtes tous au courant, mais c'est effectivement un phénomène dont on ressent les effets de plus en plus aujourd'hui. Donc, c'est un changement brutal, rapide des températures et qui globalement perturbe le climat, la météo, et donc il y a des incidences importantes sur les phénomènes naturels. On est déjà en France, plus 1,6 degré versus les températures pré-industrielles. Donc, on est déjà au-delà de l'accord de Paris, c'est juste le début. Et donc, dans les trajectoires, on imagine qu'à la fin du siècle, peut-être à 3, 4 degrés de plus, selon les scénarios. Donc voilà, c'est une réalité qu'on commence à vivre, mais on ne vit que le début de cet impact avec une caractéristique, c'est qu'on sait que les risques sont là, on ne sait pas l'ampleur de ces risques, puisque les scénarios dépendent beaucoup de l'action qu'on a de décarbonation. Donc, il y a aussi un des autres gros enjeux qu'on a sur le patrimoine du groupe SNCF. Le groupe SNCF est un gros consommateur d'électricité, notamment. Donc, on a aussi tout ce travail de décarbonation, mais donc on est face à des risques climatiques dont aujourd'hui on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils seront pires, mais on n'est pas, c'est difficile de dire quelle sera l'ampleur de de ces risques. Et donc face à cet emballement des incidences concrètes, hein, donc c'est je vous présenterai les risques après, mais les chaleurs, les déformations du terrain, ça a un impact fort sur les infrastructures et donc les entreprises de plus en plus s'inquiètent hein, parce que ça perturbe les opérations, ça perturbe l'exploitation, ça dégrade les conditions de travail. Donc c'est pas neutre, donc c'est un coût.
important pour la collectivité. Donc la question de l'adaptation et de la résilience se pose de plus en plus avec la question comment on fait pour s'adapter à ce nouveau climat et minimiser les impacts négatifs sur les entreprises. Donc, au sein du groupe SNCF, il y a d'autres entreprises qui fonctionnent pareil. On considère que le changement climatique, c'est un risque, comme il y a d'autres risques, risque de présence d'amiante, risque incendie, etc. Donc, il y a un risque, et donc on classifie les risques en fonction de la nature de l'impact. Donc, il y a tout ce qui est chaleur, le fait d'avoir des canicules plus fréquentes, plus prolongées, tout ce qui est inondation, parce qu'il y a des perturbations sur les cycles de l'eau, donc il y a des inondations qui peuvent être plus brèves et donc plus brutales, ou à contrario, moins de pluie et donc des enjeux de rétractation des sols argileux qui sèchent. On peut avoir aussi des feux de forêt, puisqu'il y a des zones géographiques comme en Île-de-France, qui donc, historiquement sont épargnés, mais qui de plus en plus, avec l'assèchement des sols et des végétaux, a des risques de feux de végétation. Et puis, il y a tout ce qui concerne aussi les sols, puisque notamment quand il y a de la présence d'argile, les sols vont gonfler, et donc ce qui va fragiliser les fondations des bâtiments. Ou alors sur des terrains, des talus par exemple, je vous montrerai des exemples après, mais voilà, les sols bougent et donc y compris pour les ouvrages, notamment les infrastructures ferroviaires, ça vient des fois créer des glissements de terrain. Vous avez peut-être vu récemment une image assez spectaculaire où il y a un terrain qui a glissé sous des rails et donc il y a un TGV qui était suspendu au-dessus du vide. Voilà, donc ça, c'est les principaux impacts qu'on regarde. Après, il y en a d'autres aussi. Il y a le vent, il y a le gel, la grêle, les fortes précipitations ou les vagues de chaleur là, qui rejoignent un peu les chaleurs au-delà de 35 degrés. Donc on a un phénomène voilà, qui est connu, mais ce qu'on ne maîtrise pas, c'est l'ampleur de ces risques à venir. On sait que ça va être pire qu'aujourd'hui, mais c'est pas évident de savoir de combien. Et un autre enjeu, ce que j'ai mis en la phrase en bas, donc c'est un phénomène global. Mais en fait, on voit que les enjeux sont très locaux parce que on peut avoir sur un bâtiment un risque de canicule et 100 mètres plus loin, le sol est argileux et là, ça risque de structure. Donc, en fait, les effets sont vraiment très localisés et on peut pas avoir une approche générique. Il faut vraiment regarder site par site. euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça, c'était la première idée. Que je voulais partager avec vous. La deuxième idée, vous verrez, je vous présente des idées comme ça, ceci, le but est d'échanger et de discuter après sur ces idées-là. Donc la deuxième idée, c'est que les aléas climatiques sont des risques. Et ça, c'était aussi important parce qu'on a une très grosse activité en fait sur le patrimoine immobilier pour gérer les risques. Donc risque du bâtiment, risque pour les occupants. Donc ça va des risques, je disais, amiante, des risques incendie, tous les risques électriques. Et donc, il y a aussi toute une méthodologie derrière qui passe par des visites, enfin, une analyse du risque, des visites régulières et périodiques pour s'assurer que les risques sont maîtrisés, des travaux qui sont engagés de mise en conformité. Et donc, on a fait le choix d'appréhender le changement climatique comme un risque et donc de pouvoir l'intégrer petit à petit aussi dans tous nos outils de suivi des risques. On voit qu'aujourd'hui, c'est des sujets qui sont émergents, donc il n'y a pas tout ce qui est la réglementation est pas encore posée. Donc il y a sans doute beaucoup de choses à construire, mais ça nous a beaucoup aidé en fait de l'appréhender comme ça pour ce que vous voyez juste avant, cataloguer les différents types de risques et raisonner systématiquement en termes de coût-avantage, c'est-à-dire quel est le risque auquel je suis exposé, quelles sont les solutions que je peux mettre en face pour me protéger contre ce risque. Après, je vais rentrer un peu plus dans la technique de la mesure du risque, avec juste trois notions qui sont importantes, la sensibilité, l'exposition et la vulnérabilité. Donc, ce qu'on veut mesurer, c'est la vulnérabilité d'un bâtiment ou d'une infrastructure. Et donc, c'est la propension d'un actif à subir des dégâts ou des préjudices en lien avec un aléa. Et pour ça, en fait, on regarde deux choses. On regarde d'une part l'exposition. Et donc ça, c'est de se dire,
Bon, bah, est-ce que mon bâtiment, par exemple, est dans une zone où il y a de l'argile, des sols argileux? Est-ce que mon bâtiment ou est-ce que mon infrastructure est dans une zone où il y a un risque de canicule très important? Soit parce qu'il vient du climat, soit parce qu'il y a des effets de, je sais pas, d'îlots de chaleur urbaine qui viennent concentrer la chaleur. Donc, c'est l'exposition au changement climatique. Mais ensuite, un bâtiment peut très bien être exposé et finalement être assez peu sensible. Soit il n'est pas sensible parce que physiquement il est solide. Par exemple, pour les sols argileux, s'il y a des fondations qui sont bien faites et que le bâtiment est plutôt moderne, il y a moins de chances qu'il y ait un risque vraiment de fissure dans le bâtiment. Donc il y a une sensibilité qui est plus faible. Et puis il y a la sensibilité fonctionnelle. Donc là, c'est plutôt lié à l'activité. Et donc, c'est de se dire, est-ce que, je sais pas, par exemple, un technicentre euh, ou dans lequel on fait la maintenance des trains, peut-être que la sensibilité physique à la chaleur, elle n'est pas extrême, mais il y a des agents qui travaillent en toiture et qui, eux, voilà, peuvent avoir des conditions de travail qui se dégradent en cas de canicule. Et s'ils doivent arrêter de travailler, ça perturbe la maintenance des trains et donc ça perturbe ensuite l'activité et l'opération. Et donc, on a ces deux critères hein, qui sont distincts. Et c'est bien la multiplication des deux qui permet de savoir si un site est vulnérable ou si, il ne l'est pas. Alors, vous voyez peut-être en bas, je en profite, parce qu'on a fait une étude avec le cabinet bureau d'études qui s'appelle Résilience. Donc là, c'est une slide qui vient de leur support, mais c'est des notions voilà, qui ont été travaillées avec, donc, sur la communauté qui travaille sur l'adaptation au changement climatique. Franck, je me permets une petite question, puisque Oui. tu favorisais l'interactivité et qui est en lien justement avec ce choix qui est fait de mesurer, enfin de prévenir euh, en appréhendant le- le réchauffement climatique et tous les aléas comme un risque. Est-ce qu'il y aurait une autre façon, demande Christophe, que de les appréhender si ce n'est pas en tant que risque? Est-ce qu'il y a une autre méthode d'aborder le sujet? Euh, Non, c'est vrai que la réflexion, maintenant, ça paraît assez évident. Oui, c'est vrai, quand on l'a posé, en fait, c'était de l'intégrer dans toutes nos outils de risque. Non, on aurait pu. Je vais réfléchir, je répondrai. Si j'ai une réponse qui me vient, je répondrai tout à l'heure. Merci. Euh, donc ça, c'est des cartes, des exemples de cartes. Donc, effectivement, on voit, là, que ça, alors, je crois que ça vient du BRGM, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est des cartes d'exposition au retrait-gonflement des argiles. Donc, ça, c'est ce phénomène où les sols, en fait, bougent en fonction de leur taux d'humidité. Et donc, on voit qu'effectivement, bah, les régions du sud sont plus exposées parce qu'il y a des variations enfin, des sécheresses qui sont plus importantes, des variations plus importantes. Puis, ça dépend de la présence aussi d'argile dans le sol. Donc, ça dépend voilà, de la géologie des zones. Et donc, les risques, ils peuvent évoluer. Alors, ils n'évoluent pas, on passe pas d'un extrême à l'autre, mais voilà, il y a des endroits qui peuvent être exposés et puis qui peuvent l'être moins. Par exemple, l'Est le serait moins à l'avenir, ou inversement, qui peuvent l'être un peu plus, par exemple autour de Nantes. Et donc ça, c'est les cartes donc géographiques. Et après, on vient les superposer avec les cartes de notre propre patrimoine. Et ça permet de voir où sont les sites qui sont exposés à ce type d'aléas. Et donc, quand on fait ça, après, on croise. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais ça permet de croiser. Effectivement, il y a des cotations, de normer la qualification des risques. Donc, en fonction soit du nombre de jours d'exposition ou du nombre de centimètres de pluie ou du nombre de jours au-delà de 35 degrés, par exemple, ici. Donc, voilà, il y a des classifications entre l'exposition est très faible, faible, très forte. Et donc, on regarde en termes d'exposition, en termes de sensibilité. Et après, ça permet de croiser sur un tableau de risque, voilà, qui est classique, mais d'identifier effectivement les zones rouges où il y a un niveau de vulnérabilité qui est très fort. Quand on a fait ce travail-là, il y a donc là ces deux idées partagées. La première, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas de risque nouveau. Ça, c'est un point important parce qu'on peut se dire d'un seul coup, on va découvrir des choses. En fait, non, c'est globalement le changement, enfin, dans l'étude qu'on fait, en fait, montre que ça vient aggraver des risques. Donc, par exemple, si un bâtiment, il y a des risques d'inondation,
Bah, il y en avait déjà souvent, enfin, parce qu'il est à proximité d'un fleuve, par exemple, ou parce qu'il y a des nappes, c'est un ancien marais, ou je sais pas, une ancienne terre marécageuse. C'est juste que ça va aggraver ce risque. Donc, ce qui est plutôt d'ailleurs intéressant, parce qu'en termes de travail avec les sites et les personnes qui travaillent sur les sites, on peut les interroger parce qu'en fait, ils ont déjà été exposés à ce risque sur des versions peut-être plus, enfin, d'une ampleur moindre que celles qu'ils peuvent connaître, mais il y a un historique. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de voir aussi comment aller, enfin, en tête, par exemple, le cas d'une inondation d'un site en région parisienne, on a pu discuter sur qu'est-ce qui s'était passé sur une inondation il y a à peu près une dizaine d'années, comment ils avaient réagi, quels étaient les bâtiments qui ont été exposés, voilà, etc. Donc c'est un point important. Et puis, il y aura le deuxième qui est beaucoup plus compliqué, c'est que dans les modèles qu'on a, en fait, c'est beaucoup une façon de reproduire le passé, quoi. On tire des traits. Or, on a du mal, en fait, à estimer ce que j'appelais enfin, les signes noirs, c'est-à-dire les cas un peu extrêmes. Par exemple, à Paris, quand on mesure la température maximum possible, quand on regarde le passé, on est à 40 degrés. Or, il y a eu des températures à 42 degrés. Mais c'est parce que, en fait, c'est des modèles statistiques et qu'en fait, les modèles physiques, donc, qui regardent concrètement, en fait, la cause source de la température, montrent que la température pourrait monter jusqu'à 45-46 degrés. Et donc, en fait, l'analyse statistique du passé a beaucoup de mal, en fait, à anticiper les risques extrêmes. Or, c'est les risques extrêmes qui sont les plus dommageables et c'est sur cela qu'il faudrait se dimensionner. Donc là, il y a un sujet d'écart qui est pas évident en termes de maîtrise d'ouvrage parce que ça pose la question euh, ce- voilà, quel est le risque auquel on veut se protéger, comment on arrive à le qualifier concrètement dans un univers quand même très incertain. Donc donner quelques exemples après sur le groupe SNCF. Donc moi je m'occupe du bâtiment, mais il y a voilà, d'autres équipes, et peut-être qu'il y en a qui sont connectées, qui s'occupent aussi des infrastructures. Donc il y a plein d'impacts en fait, tout est très mêlé. Donc il y a par exemple des vents, des tempêtes qui peuvent faire tomber des arbres sur les voies, arbres qui ont eux-mêmes été fragilisés par l'assèchement des sols. Les arbres étant fragilisés, peut-être qu'ils jouent moins leur rôle aussi de rétention d'eau et donc on peut avoir des talus qui glissent ou qui par ailleurs vont glisser parce que les sols ont bougé avec de l'argile. Donc on a des phénomènes voilà, de talus qui peuvent glisser, de ruissellement. Après, il y a toute la situation aussi donc là, ce qui est représenté, c'est des techniciens, donc c'est des lieux où sont maintenus les trains. Et donc, on peut avoir des phénomènes d'inondation, donc soit par exemple les nappes phréatiques qui vont remonter. On a des situations avec ce qu'on appelle des tours en fosse, donc c'est des choses qui sont creusées dans le sol avec des machines pour venir reprofiler les essieux ou changer des éléments du train. Donc ça, bah, ils sont très exposés aux remontées des nappes parce qu'ils sont sous le sol. On peut aussi avoir des phénomènes de chaleur où les voies vont flamber parce que la température est trop élevée, ou les caténaires vont être fragilisés dans leur capacité à évacuer la chaleur et donc vont aussi être voilà, soumises à des aléas. Ça peut être aussi des éléments de chaleur sur les toitures ou des agents qui vont travailler en toiture, qui vont être dans des conditions de travail dégradées, voilà, etc., etc. Bon, je pourrais multiplier, mais ça permet d'illustrer le fait que le changement climatique, ça a beaucoup d'impact en fait en général sur l'exploitation. Et c'est pas rien, j'ai plus exactement le chiffre exact, mais le nombre d'incidents causés par le changement climatique est déjà assez significatif. Donc c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment une réalité opérationnelle. C'est aussi pour ça que c'est un sujet qui est très important pour le groupe SNCF et qui est suivi au plus haut niveau de l'entreprise. Euh, Quand on regarde, donc on a fait une étude au niveau de l'ensemble du patrimoine immobilier donc du groupe SNCF. Et donc, on a voilà, quelques enseignements qu'on en tire. Donc, il y a une vulnérabilité particulièrement forte sur les inondations pluviales ou fluviales. La raison étant qu'il y a beaucoup de sites qui sont proches des fleuves, parce qu'historiquement, les voies de chemin de fer ont été construites souvent sur des endroits plats, et donc pas loin des fleuves, et donc dans des zones plutôt inondables.
On a aussi, ça on a un peu découvert les feux de végétation, parce qu'il y a beaucoup de zones voilà, où on a plusieurs dizaines de milliers d'hectares, donc il y a forcément beaucoup de végétation, parfois des forêts. Et donc, bah, plus le temps, plus il y a d'assèchement, plus il y a de risques de feux de végétation, quelque chose qui est assez nouveau pour nous. Et puis, il y a le risque retrait-gonflement des argiles. Alors, j'ai mis pour le périmètre de SNCF Réseau, donc c'est le gestionnaire d'infrastructure. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une présence enfin, sur l'ensemble du territoire national. Il y a des bâtiments partout d'ateliers ou de stockage, etc. Donc, ils sont donc forcément là où il y a des argiles, c'est souvent des bâtiments pas très, enfin, quand c'est des entrepôts de stockage, etc. Donc, c'est pas des bâtiments très robustes. Et donc, il y a voilà, des difficultés, enfin, des éléments de structure qui sont fragilisés. Et donc, ça fait 40% des sites qui ont une vulnérabilité à surveiller, et puis 6-10% des sites qui ont une plus grande vulnérabilité, notamment le Grand Sud. C'est une zone qu'on a aussi un peu enfin, ça paraît évident maintenant quand on le voit, mais ça ressortait assez nettement. C'est une zone qui est quand même très exposée, tout le pourtour méditerranéen, parce ça combine un peu tous les risques en fait liés à la sécheresse, en même temps des risques d'inondation, beaucoup de chaleur et de canicule. Et donc, c'est une zone qui est particulièrement exposée. Voilà. Bon, c'est quelques enseignements, il y en a plein d'autres aussi, mais je ne vais pas en donner quelques idées. Et donc, après, se pose la question de bah, comment on fait concrètement une fois qu'on a analysé ces risques pour les traiter. Donc, il y a deux idées voilà, qui émergent. La première, c'est que en fait, les risques climatiques, ils sont interfacés avec plein d'autres sujets. Donc en fait, ils peuvent pas être traités de façon isolée. Enfin, ils peuvent être traités de façon isolée, de façon un peu ponctuelle, en disant je mets une ombrière ici, je creuse un trou là. Mais si on veut le traiter vraiment en profondeur, il faut regarder d'autres sujets. Par exemple, quand on veut, s'il y a des sujets d'inondation, bah, ça rejoint la question de la gestion de l'eau, des réseaux d'eau, et donc ça rejoint toute la question voilà, de comment on gère l'eau à la maille d'un site. Si on veut traiter sur la question de la chaleur, ça rejoint la question de l'isolation du bâtiment, ça rejoint la question de son chauffage, rafraîchissement et la question des conditions de travail. Et donc c'est là ce qu'on a vu, c'est que et puis même en termes de montage de projet, c'est plus simple en fait d'embarquer le sujet dans des projets existants. Par exemple, je sais pas, on veut refaire une toiture, bah, peut-être que c'est l'occasion de la peindre en blanc si elle est exposée à des risques de canicule. Donc, c'est plus simple d'embarquer le sujet dans d'autres projets. Ça, c'est un point qui est important en termes de méthode de maîtrise d'ouvrage. Et puis, cinquième idée, on voit aussi que le risque, en fait, il est quand même si je disais qu'il est très local, euh, c'est pas totalement isolé parce que, par exemple, je sais pas, on a des sites, ils sont alimentés en électricité, donc on peut avoir protégé le site je sais pas, face aux inondations, par exemple. Mais si le poste haute tension ou le poste d'alimentation électrique, il est juste en dehors de cette protection et que quand il y a une inondation, ça coupe l'alimentation électrique, bah ça aura servi à rien de protéger le site, quoi. Et donc ça, c'est un point aussi important, c'est que le risque, en fait, il peut être vraiment, véritablement traité qu'à une maille, ce que j'appelais territoriale, avec les parties prenantes. Donc c'est donc évidemment les usagers, donc bâtiments ou des technicentres, etc. Mais aussi ce qui va autour, les entreprises qui fonctionnent autour, les infrastructures. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même assez lié, assez systémique. Et donc il y a une approche particulière à avoir sur le traitement de ces risques. Regarde l'heure. Il y a une question en lien avec ce que tu viens de dire, Franck, qui est d'Alice. Donc, tu as mentionné un cabinet d'études précédemment. Qui était sur la partie calcul des risques et des vulnérabilités. Est-ce que c'est pour l'ensemble du sujet de l'adaptation au changement climatique ou est-ce que vous avez une méthodologie qui serait plus interne? Euh, comment vous œuvrez? Alors, on a travaillé avec deux cabinets d'études. Quand je me suis peux les citer, mais il y a Resilience et Carbone 4. Donc, Resilience, on a travaillé avec eux pour faire une analyse sur l'ensemble du patrimoine. Donc, ça inclut aussi les gares, ça inclut tous les logements qu'on a. Donc, c'est une approche vraiment un peu voilà, grande maille. Et après, on descend pour identifier les sites qui sont vulnérables. Et il y a une autre approche qui a été faite avec Carbone 4, qui s'appelle la méthode OCARA. Je pense que certains doivent connaître. Donc, c'est une méthode je crois, qui a été co-construite aussi avec d'autres acteurs publics, qui est là plutôt de partir sur les sites qu'on identifie comme critiques
et sur ces sites-là, de faire une analyse de risque, effectivement, pour essayer euh, voilà, de comprendre le risque. Donc, on croise un peu les deux pour tout ça est à peu près concordant, mais effectivement, il y a deux approches. Après, c'est des analyses d'impact, mais c'est ce qu'on est en train de travailler. Ça permet pas directement de le traduire en projet, quoi. C'est-à-dire que, après, il y a une phase aussi, il y a une brique intermédiaire pour aller concrètement faire des spécifications et de le traduire dans un vrai, enfin, voilà, dans un projet ensuite travaux. Je sais Merci pas beaucoup. si ça répond à la question. Je pense, oui. Et merci d'avoir cité les noms des cabinets. Je vous donne quelques exemples et puis après, je crois qu'on sera au bout de cette présentation. Donc, euh, c'est assez foisonnant dans les solutions. Souvent, c'est pas des solutions qui sont particulièrement innovantes, ne serait-ce que pour la bonne raison qu'en fait, comme le climat monte, donc en fait, on peut aussi se tourner vers ce qui se passe plus au sud, par exemple, pour savoir comment eux, depuis longtemps, se sont adaptés. Donc, il y a aussi un travail qui a pu être fait sur d'autres acteurs ferroviaires, par exemple, notamment dans le pourtour méditerranéen, pour savoir quelles solutions ils avaient adoptées. Ils ont déjà plein de choses. Voilà, les solutions sont souvent existantes. La question, c'est plutôt comment on les met en œuvre et lesquelles on choisit. Et donc, c'est un peu en vrac, hein, mais il y a des peintures anti-chaleur. Donc, c'est le fait de mettre en blanc pour pouvoir réfléchir la chaleur, les brises-soleil. Euh, Il y a des bâtards d'eau, donc ça c'est pour les inondations, pour petites inondations, mais pour voilà, protéger, éviter que l'eau ne rentre dans les gares. Euh, la plateforme, je sais pas exactement, je pense qu'elle a dû être surélevée. Il y a des toitures qui ont été refaites avec les lanterneaux, parce qu'historiquement il y avait des toitures des fois qui chauffent beaucoup, donc ça permet d'avoir à la fois de la lumière, mais pas la chaleur qui rentre dans le bâtiment, des ombrières où on met aussi du photovoltaïque, avec des systèmes d'aération et des cuves de rétention d'eau sur le Technicentre Paris-Austerlitz. Euh, Après, il y a d'autres exemples. Alors ça, c'est pas nous, mais je crois que c'est l'OID qui a fait ça. Pour tout ce qui est de taux d'humidité du sol, on peut effectivement, il y a du drainage, il y a le fait d'éloigner aussi les arbres, la végétation des bâtiments, parce que le fait que voilà, ils absorbent oui, l'eau, en fait, ils vont des fois, c'est une préconisation de ne pas avoir d'arbres trop proches des bâtiments dans les zones argileuses. Le fait d'avoir des joints de rupture entre les bâtiments, des systèmes de refroidissement. Bon, là, c'est un exemple, mais c'est en gros tout ce qui est pompe à chaleur pour traiter le chaud dans les bâtiments. Et puis après, il y a tous les principes aussi bioclimatiques. Et donc, c'est comment plutôt des formes passives de solutions, donc sans faire recours à une technologie avancée, mais par exemple, un exemple, c'est les arbres. Ça vaut surtout en question d'urbanisme en fait dans les villes. Le fait de planter un arbre, ça permet en fait l'hiver, il n'a pas de feuilles, donc ça permet et le soleil est plutôt bas, donc on peut faire rentrer le soleil dans les bâtiments, ça permet de chauffer les bâtiments. En hiver, il y a des feuilles, donc ça fait de l'ombre et donc le soleil ne rentre plus dans les bâtiments. Puis de toute façon, il est un peu plus à la verticale, donc ça protège. Donc voilà, c'est un exemple de solution bioclimatique dans lequel on s'appuie sur des solutions de la nature, euh, passives entre guillemets, parce que ça vient pas consommer voilà, de l'électricité ou de l'énergie. Ça, c'est d'autres exemples aussi. Donc, c'est pas forcément SNCF, hein, mais c'est en général parce qu'il y a un gros sujet d'inondation qui a été aggravé par le fait que les sols aient été imperméabilisés, parce que du coup, ça fait du ruissellement et les eaux coulent au lieu d'être retenues par les sols. Donc, il y a des solutions, pas toujours très compliquées, mais de désimperméabiliser, donc soit avec des sols semi-imperméabilisés, donc qui laissent passer l'eau, soit carrément désimperméabilisés avec voilà, des zones naturelles. Ou par exemple des systèmes avec vous avez peut-être entendu des villes éponges, avec des zones effectivement, avec des zones de rétention d'eau dans les villes. On a, nous, par exemple, des réflexions sur certains sites pour des jardins, comme ça, des endroits dans des grands ensembles industriels, des zones qui peuvent être aménagées en jardin, etc., mais qui permettent de retenir l'eau
Alors, je pense que ça marche pas pour les très grosses inondations, mais en tout cas pour réguler un peu l'eau en cas de plus petites fluctuations, c'est des choses intéressantes. Et puis voilà, alors j'étais peut-être un peu vite, mais c'était pour tenir dans la demi-heure. Et puis comme effectivement, je vous montre juste l'image du livre, là vous avez un livre, donc Paris face au changement climatique, qui est sorti, enfin qu'on a réédité là, il y a cette année, et qui parle spécifiquement à Paris du sujet du climat et donc de l'impact et des solutions qui sont pour Paris, en particulier tout ce qui est bâtiments, enfin les bâtiments et l'urbanisme parisien. Voilà. Un très grand merci, Franck, pour ton intervention et ce partage d'expériences très concret avec des exemples précis au sujet du patrimoine immobilier de la SNCF. Merci d'avoir tenu aussi dans le temps. Ça laisse effectivement pas mal de temps pour les échanges. Alors, pour la première fois, on s'est dit avec Théophile qu'on allait ouvrir les micros pour permettre plus d'interactivité. Et donc, je crois avoir vu la main d'Aurélie se lever. Avant ça, il y a deux questions qui sont arrivées dans le chat. La première de Mathilde, est-ce qu'il y a un calcul du coût économique de l'adaptation au changement climatique qu'il serait intéressant de mettre en regard avec un coût pour enrayer le changement climatique à l'échelle de l'entreprise, mais aussi nationale? Est-ce que, il y a un arbitrage qui est fait sur la base de coûts? Ou est-ce que c'est deux combats menés de front? Alors, c'est une excellente question. On aimerait bien avoir la réponse. Alors, il y a des choses qui ont été faites à un niveau très, très macro. Je crois qu'il y a le rapport Stern, si je ne dis pas de bêtises, qui ont chiffré au niveau du PIB, avec des études d'ailleurs récentes qui disent qu'ils ont peut-être même sous-estimé. Alors, j'ai plus en tête, mais effectivement, ils mesurent en termes d'impact en disant, euh, voilà, on perdrait tant de pourcents du PIB et le coût, ce qu'on appelle le coût de l'inaction, c'est si on fait rien. Et en revanche, enfin, globalement, ça coûte moins cher de s'adapter que de subir plus tard, quoi. Après, quand on veut le traduire concrètement sur les sites, c'est un peu, enfin, parce que notre actionnaire nous demande effectivement de faire des chiffrages. Et nos financiers nous demandent aussi de pouvoir dire voilà, combien ça coûterait d'investir, combien est le coût évité, et tout ça doit permettre aussi en termes je sais pas si on peut, retour sur investissement, de se dire à quel risque de quel risque on se protège. Parce qu'on peut se protéger sur une crise centenale en inondation en construisant des digues de 30 mètres de haut, ou se protéger contre une crise juste décennale. Donc il y a aussi ce calcul économique. Aujourd'hui, voilà, on y travaille. C'est un sujet qui est compliqué parce que, en fait, les solutions sont très différentes selon la fois l'horizon de temps et le risque auquel on veut se protéger. C'est-à-dire que, par exemple, je prends la chaleur, si on se dit juste, OK, on va se protéger contre une canicule qui dure 2 semaines, on va mettre des ombrières et puis on adaptera le temps de travail, bah, ça coûte rien. Si on se dit, en fait, il y a un risque parce que finalement, à un moment donné, on va basculer dans un monde où il y a des canicules qui vont durer 3 semaines et des températures qui vont être très importantes, et on constate que dans le bâtiment, ça va venir dégrader, je sais pas, ce qu'on voyait tout à l'heure, les caténaires, etc. Et là, il faut peut-être isoler le bâtiment, ça coûte 100 fois plus cher. Et donc, on a voilà, donc le chiffrage est un exercice qui est compliqué parce qu'aujourd'hui, on est sur un univers qui est quand même assez neuf. On n'a pas beaucoup de retour d'expérience, si on peut dire, et c'est compliqué d'en avoir. Et donc, c'est un point sans doute hyper important pour bien voilà, essayer de choisir la bonne solution au bon prix. Dans les... Donc, voilà, donc c'est un sujet, je suis aussi preneur si vous avez quelque part des réflexions identiques, de pouvoir les partager, parce que c'est vraiment une question qu'on se pose. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution suffisamment robuste. Merci Franck. Alors, il y a un article qui a été partagé par Véronique, qui est une étude qui montre que pour un dollar investi, pardon, dans l'adaptation, le retour est de 10 dollars, car il y a aussi beaucoup de co-bénéfices en plus des aléas climatiques. Et dans les dernières questions écrites, il y a celle de Reed. Bonjour, vous intéressez-vous aux impacts socio-économiques, la pression croissante sur les infrastructures dans le cadre de la décarbonation des mobilités, ou par exemple l'impact des morbidités liées à la chaleur sur les effectifs et sur l'activité? Oui, alors c'est même un sujet que je défends depuis longtemps parce que, enfin, peut-être aussi, c'est l'occasion de partager un peu d'expérience aussi. Moi, le sujet, il travaille depuis.
2019. À l'époque, j'étais pas dans le groupe SNCF, j'étais dans une foncière, effectivement, où on était propriétaire de logements, beaucoup à Paris. Et en fait, le sujet, donc c'était à l'époque, on parlait pas d'adaptation au changement climatique ou très peu. Et le sujet est arrivé par deux biais. D'une part, par les gardiens d'immeubles, qui sont dans des loges et qui sont comme des bocaux. Et donc l'été, c'est insupportable. Donc en fait, ils ont une sorte de droit d'alerte en disant, bah, on peut plus travailler comme dans ces conditions-là. Donc on a lancé une première étude pour comprendre ce qui se passait. Et puis on a fait le lien avec le changement climatique. Et c'est comme ça qu'en fait, moi, à titre personnel, j'ai pris conscience de ce qui est en train de se passer. Et puis, on a été aussi sollicité par la mairie de Paris par rapport aux personnes qui sont vulnérables, parce qu'effectivement, la chaleur, ça, il y a des risques de santé, enfin, importants. Et donc, de savoir comment on vigilait ces personnes dans les appartements. Et ça, c'est un point, c'est souvent, je pense, un point qui est sous-estimé, c'est que sur la chaleur, on relie ça souvent à un confort, en disant, OK, c'est optionnel, quoi, ou c'est pas grave, on mettra de la clim. Or, en fait, il y a des niveaux de température qui deviennent dangereux pour la santé, en particulier pour les personnes qui sont vulnérables, personnes âgées ou enfants, ou personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires. Il y a des pics de mortalité quand il y a des canicules, alors, moins qu'en 2003, mais quand même, parce que c'est un peu mieux suivi. Et donc, il y a aussi à un moment donné, quand on fait des calculs de dynamique thermique, où il y a des bâtiments qui deviennent invivables, en fait, parce que la température elle est trop élevée, voire insalubre. Donc, c'était aussi dans le livre, une sorte de dystopie imaginée, mais que à un moment donné, peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, il y a des canicules très fortes à Paris, dans une ville qui ne se soit pas adaptée, qui ne soit pas protégée, et lequel il faut évacuer des personnes, ou il y a des gens voilà, qui des morts, etc. Et donc c'est là où il faut se dire qu'en fait, effectivement, on n'est pas juste sur un sujet de confort, mais un sujet de santé publique. Et il faut l'aborder, c'est aussi une question de risque, mais il faut l'aborder aussi sous cet angle-là. Je ne sais plus quelle était exactement la question, mais oui, c'est les risques sociaux et Oui, socio-économiques. pardon, socio-économique, exactement. Et donc, effectivement, c'est un point important qui n'est pas facile à... Enfin, il y a vraiment un problème un peu culturel euh, sur la chaleur en particulier, de se dire finalement, ça passera, quoi. Mais on voit, enfin, quand on fait l'historique en France en particulier, on voit qu'on a beaucoup de mal, en fait, culturellement, à appréhender correctement ces sujets. C'est pas le cas dans d'autres pays. On minimise toujours en fait un peu le risque. Donc oui, c'est un sujet qui est important. J'ai vu d'ailleurs passer cette semaine, je crois que je sais pas si c'est des décrets, enfin des orientations un peu publiques justement pour que le risque lié à la chaleur au travail devienne quelque chose qui soit pas accessoire. Je ne sais pas si c'est dans le code du travail, etc. Mais on voit bien qu'effectivement cette question-là, elle va très probablement se matérialiser et se normer dans les années qui viennent. Très bien, merci. Je pense qu'on a répondu à la question de Reed. Avant de donner, enfin de répondre à celle de Laurent, on va donner la parole à Aurélie et Salomé. Alors, un petit instant, il faut juste que je vous donne, hop, que je réactive le son. Est-ce que Aurélie, vous avez Ouais, la main? Oui, ça c'est marche, bon. vous m'entendez? Oui, ouais, Oui. très Ok, bien. merci beaucoup. Merci pour la présentation, c'est très intéressant. Comme effectivement la prise en compte des risques climatiques est obligatoire dans toutes les normes ISO désormais, j'ai été amenée au sein de mon entreprise justement à faire une formation risque climatique et on a un outil qui s'appelle Climanomics. Est-ce que vous avez d'autres outils? Parce on est une entreprise internationale, donc on a besoin d'un outil un peu monde. Est-ce que vous avez des préconisations à faire ou est-ce que pour avoir un outil plutôt global, ou est-ce que vous conseillez plutôt de nous rapprocher des instances, un peu comme Météo France par exemple, en France, qui vont avoir peut-être des données plus précises, je sais pas. L'outil qu'on utilise et qui s'appelle Climanomics, en fait, nous permet de faire des prévisions dans les décades jusqu'à 2050 et au-delà. Et donc de visualiser, c'est pas mal parce que ça permet de montrer aux responsables de site qu'il faut vraiment prendre ça en compte et ils voient leur site passer en rouge. Et ça permet aussi de voir les types de risques, justement, notamment la chaleur, c'est quelque chose d'omniprésent présent partout. Et, euh, et donc, en fait,
Il y a peut-être des choses plus précises parce que après, il y a de la modélisation derrière tous ces modèles-là. Donc, quelle est votre recommandation en fait? Oui, oui, on a utilisé. Alors nous, on n'a pas utilisé directement ces data, mais on est en contact avec certaines entreprises qui le font justement pour tester, voir l'intérêt. Je sais pas si je peux citer des noms. Enfin, il y a une entreprise il y a des Américains, des Espagnols, etc. Donc il y a pas mal de boîtes qui se créent sur la fourniture de données climatiques avec des projections. Il y a, je sais pas, Jupiter Intelligence aux États-Unis, il y a Mitiga en Espagne. Mhm. Voilà, les noms qui viennent comme ça, mais il y en a plein d'autres. Il y a effectivement aussi toutes les institutions internationales j'ai vu passer des choses Mhm. sur Oui. la Banque mondiale. Il y a aussi l'Institut Ressources. Enfin, il y a beaucoup en fait de bases de données qui se créent. Après, je sais qu'avec le bureau d'études avec lequel on a travaillé, en fait, ils vont aussi chercher plusieurs bases de données. C'est-à-dire en fait, il y a plusieurs sujets. Il y a la production de la donnée, et ça, effectivement, c'est plutôt le BRGM, Météo France. Je pense que c'est compliqué, même s'il y en a qui essaient de le faire, mais de produire de la donnée source. Après, c'est des bases de données qui sont distinctes. Il y a des entreprises, d'ailleurs, comme NamR aussi en France, qui vont chercher des bases de données, qui les mettent ensemble parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas le risque Intel ou le risque A ou le risque B, c'est l'ensemble des risques. Et donc, pour ça, il y a plein de sources de données, donc il faut les croiser. Donc, effectivement, il y a des entreprises qui se mettent là-dessus. Et après, il y a l'autre élément, c'est la traduction, après, vis-à-vis d'un patrimoine. Mhm. Et donc, nous, on a travaillé, je pense que, enfin, Resilience, en tout cas, a travaillé sur des sources de données différentes et ensuite les met en cohérence et fait l'analyse au niveau du patrimoine. Après, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça permet effectivement d'avoir une analyse d'exposition, si on peut dire. Après, la traduction opérationnelle, aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'outils, quoi. C'est-à-dire que de savoir, au-delà de sensibiliser en disant, bah, attention chez vous, dans 10 15 ans, il fera plus chaud, mais savoir si c'est grave, pas grave, est-ce que le bâtiment, il est à risque ou pas à risque. Je pense que ça ne peut passer que par quelque chose euh, parce qu'on fait, mais des audits de vulnérabilité locaux, c'est-à-dire d'aller sur place et puis de Mhm. regarder quoi, sur les bâtiments Mhm. ce qui se passe, une étude plus approfondie sur le site. Donc là, je pense que c'est un peu la limite de la data, c'est que ça s'arrête quand on rentre sur les caractéristiques physiques des bâtiments. Ouais, en fait, merci. J'ai noté là quelques noms. Effectivement, c'est pas le tout d'avoir de la data. Nous, on a des risques physiques, on a même des risques financiers associés. Pour autant, après, c'est du bon sens, mais ce qui est important, c'est d'avoir quand même un premier chiffre, effectivement, de manière à ce que ce soit bien intégré dans les matrices de risque au niveau des sites. Et après, c'est du bon sens. Enfin, c'est les équipes opérationnelles qui travaillent dessus, hein. Ouais. Oui, oui. Merci Franck, merci Aurélie. On va laisser la parole à, je crois que c'était Aurélie Lamé, j'ai confondu tout à l'heure. Donc Aurélie, la première, voilà. Euh, alors Aurélie Lamé, j'active le son. Hop, ça devrait être bon. C'est bon, ça marche. Oui, Bonjour, Aurélie Lamé. Moi, j'ai plus bonjour. des questions plutôt opérationnelles. Notamment, je pense à des secteurs qui sont parfaitement identifiés, notamment dans tout ce qui est TRI, donc territoire risque inondation, où on sait que dans les années qui viennent, je pense par exemple au marais de 40 ans, associé à la montée des eaux, avec un impact significatif sur les réseaux SNCF actuels. Donc, c'est des zones qui sont assez localisées, où on sait que les marais vont augmenter. On aura un niveau d'eau qui sera très proche des voies ferrées. Est-ce que ces territoires sont parfaitement identifiés et est-ce que dans les années à venir, des aménagements seront faits? Alors moi, je ne travaille pas sur l'infrastructure ferroviaire, donc je ne pourrais pas vous répondre. Euh, D'accord. non, mais je pense que oui. Enfin, je sais ils font des études par exemple, sur les lignes. J'ai en tête la question des talus qui doit rejoindre celle-là, donc Oui, je connais ouais, les je pense que les oui. problématiques. Ah, Enfin, je sur la connais. partie en tout cas que je suis, qui sont plutôt les fonciers sur lesquels il y a les technicentres, bah, c'est le travail qu'on fait là effectivement, parce que les zones d'inondation souvent sont liées à la présence d'anciens marécages, et donc il se pose la question de comment on fait quoi. Enfin,
D'accord. Donc c'est encore un peu en réflexion ou en approfondissement selon les secteurs, j'imagine. Sur ce que je maîtrise, après sur la partie ferroviaire, voilà, je dis encore une fois, moi je m'occupe de la partie immobilier, donc la partie infrastructure ferroviaire. On travaille avec eux, donc je peux pas répondre à leur place, mais j'imagine qu'ils ont pris ça en compte et qu'ils connaissent les risques. Mais il faudrait. Et désolée, question néophyte, est-ce que les gares, elles font partie le bâtiment gare fait partie de l'infrastructure ou fait partie du parc immobilier? C'est une troisième catégorie encore, mais oui, oui, on Ah a oui, fait d'accord. des études avec eux, effectivement. Je sais que j'ai pas mis des exemples, mais alors c'est un tout petit peu différent parce qu'il y a aussi toute la question d'accueil du public. Et donc, il faut effectivement, des enjeux de chaleur sont pris sous un angle un peu différent ou d'inondation un peu différent. Mais oui, oui, ça fait partie effectivement du périmètre d'études qu'on a fait. Je sais plus combien, enfin, il y a des milliers de gares aussi, petites ou grandes, hein, un peu partout. Et donc, il y a leurs propres problématiques aussi. D'accord. Bah, merci Aurélie pour la question et Merci. merci Franck. On donne la parole à Salomé, hop, qui lève la main depuis un petit moment. Bonjour Yes. Salomé, c'est bon? Bonjour, Oui, vous m'entendez? Oui. ouais, très bien. Très bien. Je me permets aussi de compléter ce qui a été posé comme question juste avant parce que chez Rabat, on travaille également sur la concession de la CETRA et de la société d'exploitation du Transgabonais et on travaille avec SNCF Réseau pour nos plans d'adaptation dans le cadre d'un consortium qui s'appelle l'Union internationale des chemins de fer où toutes ces questions ont bien été prises en considération et où on a des réunions bi-hebdomadaires, non, bimensuelles, pardon, sur ces sujets-là et tous ces risques ont été pris en considération dans les plans d'adaptation qui sortent et qui donnent accès à des standards mondiaux qui sont d'ailleurs publics sur le site de l'Union internationale des chemins de fer. Donc, c'est assez bien complété. Et comme on travaille également sur les mines, enfin, en tout cas, à titre personnel, j'ai l'impression que le ferroviaire est beaucoup plus avancé. Mais ma question concerne justement et le ferroviaire et le secteur minier, puisqu'on a un souci avec les chaleurs et les arrêts liés aux intempéries. Et je me demandais d'un point de vue organisationnel, comment est-ce que pour la maintenance et ce genre de métiers dans lesquels il y a une énorme exposition au dérèglement climatique, chez SNCF Immobilier, vous avez prévu de vous adapter? Bah, pour l'instant, c'est une très bonne question, effectivement. Pour l'instant, alors c'est plutôt localement, c'est que chacun s'adapte. Enfin, c'est un peu le bon sens dont vous parliez tout à l'heure. Ce que j'ai vu, c'est soit, enfin, bon, c'est un truc tout bête, hein, mais des aménagements d'horaire. Mais ça marche que pour les métiers tertiaires. Effectivement, ils peuvent venir plus tôt ou partir plus tard, ou être en télétravail si chez eux, il fait pas trop chaud. Sur les sites où il y a besoin d'une présence, parce qu'il y a du 3-8, etc., il y a alors, à certains endroits, ils ont mis des gilets réfrigérants. Je sais pas si c'est très, enfin, je sais pas si c'est une vraie solution, mais du coup, bon, on va essayer de rafraîchir. Euh, Après, enfin, j'ai un exemple là, c'est très récent, parce qu'on a discuté avec les équipes. C'est toujours un peu la difficulté aussi à percevoir le risque. C'est-à-dire ils ont des sortes de vieux ventilateurs qui tournent en haut. Ils nous disent, oui, oui, c'est chaud, mais ça va en fait, c'est supportable. Donc il y a aussi cette question de à quel moment l'équipe opérationnelle considère que c'est un vrai problème et qu'il faut prendre des mesures un peu plus lourdes. En tout cas, nous, on n'a pas d'approche pour l'instant systémique sur le sujet. Et c'est plutôt effectivement des petites adaptations qui sont faites soit dans l'organisation, soit dans... Après, je pense que comme on n'a pas eu non plus des canicules très fortes ces dernières années, euh, bon, ça peut-être pas non plus... Enfin, il n'y a pas eu de situation très critique sur lequel il aurait fallu se poser la question. Si je prends je reviens un peu sur ce que je faisais enfin, un autre exemple, mais sur les logements où j'étais, pour les gardiens, on avait réglé ça en modifiant en fait les conditions de travail, c'est-à-dire en autorisant à ne pas être dans la loge les journées de forte chaleur, de pouvoir rester chez eux. Bon, chez eux, c'est étant souvent dans l'immeuble, mais dans des appartements qui sont mieux aérés. Et donc en informant les clients que, il y avait des modifications des horaires, etc. Donc c'est plutôt comme ça qu'on a traité. Je sais pas si c'est satisfaisant, parce qu'on avait regardé des solutions pour rafraîchir, mais des ventilateurs, mais en fait, c'était assez peu efficace, quoi. Donc voilà, je sais pas si la réponse est pas forcément très satisfaisante, mais on a plutôt l'impression que là, on est sur des adaptations un peu comme on peut, quoi. Je suis preneur, enfin d'ailleurs, hein, dans l'idée, j'essaie de répondre, j'ai pas toutes les réponses, mais s'il y a
certains d'entre vous qui ont des expériences aussi à partager de solutions. Je pense que c'est aussi intéressant d'en profiter. Pardon, j'étais sur mute. Peut-être, voilà, Véronique va prendre la parole. Peut-être qu'elle a une proposition de son côté. Bonjour, merci pour les informations. Moi, j'ai une question. Comment est-ce que vous avez des critères pour juger des solutions qui pourraient être des maladaptations à court ou moyen terme? Je pense à la climatisation, puisque la climatisation, ça veut dire consommation d'électricité. Or, on sait que ça va être un problème à venir, puisqu'il y aura des pics de consommation d'électricité. Donc, comment vous jugez quelque chose qui peut être peut-être une adaptation acceptable à court terme, mais qui ne l'est plus à long terme? Comment est-ce que vous Oui, faites ça? oui, ouais, non, mais c'est une très bonne question. Alors, on n'a pas de critères, mais effectivement, on essaie de regarder. Euh, enfin, encore une fois, on en est vraiment sur un stade où on est en train de regarder sur quelques sites les solutions, etc. Donc, on n'a pas encore enfin, beaucoup d'expérience sur le sujet. Donc, je pense qu'on est plutôt en train avec le bon sens, de dire est-ce que ça a du sens ou pas de le faire. En revanche, sur la climatisation, il y a quand même un débat, hein. Enfin, je renvoie d'ailleurs, il y a un mémoire d'études du corps des mines qui a été fait sur le sujet qui est très bien. Je sais pas si vous peut-être avoir la référence. Parce qu'en fait, la climatisation, c'est de l'électricité. Et puis les pompes à chaleur, c'est une efficacité qui est quand même enfin, un rendement qui est très important. Donc si l'électricité, elle est décarbonée, en fait, c'est plutôt bénéfique. Après, les contreparties, effectivement, c'est que ça rejette la chaleur à Mm. l'extérieur. Ça, c'est un problème dans les villes, dans les lieux qui sont confinés, parce que ça vient augmenter la chaleur, donc ça vient effectivement, ça vient dégrader tout ça. Donc, il y a des solutions plutôt de type d'urbanisme qui sont préconisées, planter des arbres, par exemple. Et puis, il y a les systèmes, enfin, les gaz réfrigérants qui sont utilisés, qui sont hyper polluants. Donc, le problème, c'est que je prends l'exemple des gens, mais enfin, par exemple, sur les logements, en fait, les logements qui sont les plus à risque de chaleur, c'est les logements sociaux ou les logements dont la qualité en fait intrinsèque est déjà pas très bonne, avec des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des climatisations de bonne qualité et de les utiliser, les mettre dans des bonnes conditions de fonctionnement. Et donc, c'est là où il y a le plus de risques de mauvais entretien et donc de fuite de ces gaz qui sont très réchauffants. Donc, il y a un peu un cumul des facteurs. Donc la climatisation, c'est pas forcément, en général, je pense, enfin, une maladaptation. J'aurais plutôt dit que ça dépend un peu du contexte. Mais ça peut être une solution dans certains cas. Alors, une question très pratique de Hubert qui demande s'il est prévu d'interdire les grèves en cas de forte chaleur. Alors, j'imagine que c'était Hubert, si vous voulez compléter, n'hésitez pas. J'imagine que c'est par rapport aux usagers, c'est ça, de ne pas les laisser dans des... J'ai activé le son, je crois, normalement. Oui, oui. Bonjour Hubert. Voilà. Oui, absolument, oui, oui. Parce que la gréviculture est quand même quelque chose dont on souffre beaucoup. Et d'ailleurs, je voulais avoir deux autres questions. Est-ce que tu as beaucoup de passoires climatiques dont il est beaucoup question en ce moment, qui t'auraient obligé si la Chambre des députés n'avait pas, je crois, modifié la loi, de mettre dehors beaucoup de tes locataires et puis, est-ce que c'est pour financer toutes les dépenses que tu prévois que on nous a annoncé qu'il va y avoir bientôt une surtaxe sur les billets SNCF, ce qui me paraît tout à fait extravagant. Je sais, Merci. je sais pas Hubert sur ça. Non, sur les logements, je crois pas. Du côté du ICF Habitat, donc c'est le bailleur social, ils suivent effectivement là, les DPE, etc. En fait, sur le logement social, ils sont intervenus sur les grands ensembles parce que ça a du sens, etc. La difficulté, je crois, vient plutôt bon, déjà, les DPE, je sais pas si la fiabilité est toujours au rendez-vous, mais des fois, enfin, les cas les plus simples ont été traités, quoi. Après, il y a d'autres, je sais pas, je ne saurais pas répondre plus précisément. Après, non, sur la grève, non, on l'a pas, mais je pense que ça va, à mon avis, hein, enfin, on va faire un pari. Quand je vois arriver là des choses je sais pas si c'est le code du travail, ce que je disais tout à l'heure, ou des réglementations qui disent l'employeur doit garantir des conditions de travail comme ci, comme ça.
ce qui est normal, hein, mais à un moment donné ou un autre, ça va être soit un prétexte, soit une cause d'alerte sociale, de mouvement social, etc. Donc, voilà, je pense que ça viendra à un moment ou un autre, ce sujet. Merci Franck et merci Hubert. Alors Aurélie, à nouveau la main levée. Est-ce que Aurélie, vous aviez une question supplémentaire ou c'est une main de tout à l'heure? Ah, c'est une main de tout à l'heure, pardon. Ah ok, très bien. Merci. Alors moi j'avais une toute dernière question parce que Franck, tu as mentionné les signes noirs qui sont ces événements complètement imprévisibles et extrêmes. Et donc, ma question portait plus sur ce type d'événement, comment on peut les anticiper, les adapter et leur caractère extrême fait que par rapport à la question de tout à l'heure, les budgets sont forcément faramineux. Et donc, se pose la question de l'arbitrage, comment vous gérez ces phénomènes qui par nature sont difficiles à anticiper. Ouais, bah, j'ai pas la réponse, pas la prétention de l'avoir. Mais je vais prendre un exemple. On a un site industriel quelque part en région parisienne qui est donc à risque d'inondation. Et il y a, je sais pas, le risque décennal, c'est, je sais pas, 50 centimètres. C'est pas grave. Enfin, c'est pénible, mais la gestion de crise, c'est d'évacuer les trains, d'évacuer les personnes, d'attendre. Et puis c'est pas un site critique. Il peut rester quelques jours sans fonctionner. Donc l'eau monte, l'eau redescend, c'est fini. Mais la crise centenale, elle, c'est 1,50 m. Là, c'est autre chose, parce que ça veut dire que ça va sans doute causer des dégâts beaucoup plus importants aux outillages, etc. Donc, il faut des mesures un peu plus solides, notamment, par exemple, je sais pas, une question toute bête, mais les postes haute tension, les postes électriques, est-ce qu'il faut les surélever de 50 centimètres, de 1,50 m ou de 3 mètres? Bon, c'est pas le même prix. Et sauf qu'en fait, aujourd'hui, il y a par ma connaissance, je suis très preneur si certains en ont vu, mais il n'y a pas ou très peu d'études qui permettent de dire si le risque centenal, celui qui a été calculé sur le passé, hein, sur une moyenne historique, demain, c'est un risque décennal peut-être. J'ai vu des études où ça fluctue et ce qui était centenal devient décennal, voire même infra. Et donc effectivement, on manque en fait hein, de capacité de projection. Alors on peut il y a une solution, mais je ne sais pas si des points de vue économiques elle est satisfaisante, c'est ce que préconise notre camarade Jean-Pierre Dupuis, le catastrophisme éclairé, en se disant bah, on prend le cas le pire, donc je sais pas, l'inondation centenale. On fait l'hypothèse que ce sera sans doute beaucoup plus fréquent que centenale, mais on n'est pas sûr. On s'adapte à ça et au moins, voilà, on est sûr voilà, qu'on se sera protégé du mieux par rapport à ça. Mais ça a un coût. Donc il y a toujours cette question qui se pose entre voilà, quel est le niveau de risque auquel je m'adosse. Et je pense qu'aujourd'hui, on manque beaucoup de façons de faire, d'études, de capacité à se projeter, parce que c'est quand même hyper incertain en général. Donc là-dessus, il y a sans doute beaucoup de choses à inventer ou d'exemples à prendre. Je sais pas s'il y en a qui ont été confrontés au même sujet. Euh, voilà, c'est un sujet à défricher. Pardon, merci beaucoup pour cette présentation, Franck, et pour les questions-réponses associées. C'était un nouveau format interactif et sans doute euh, plus dynamique. Toute dernière question avant de te quitter et de laisser les participants. Est-ce qu'on peut partager ton support? Je vois qu'il y avait des petits trucs. Je vous le renverrai. Je vous renverrai un support. D'accord, parfait. Eh bien, merci encore et à très bientôt pour la prochaine rencontre qui a lieu le 3 juillet par la directrice du développement durable de la Fédération des entreprises de la beauté, Stéphanie Limbert. Merci beaucoup et encore merci Franck. Merci. Et puis n'hésitez pas. Enfin, je suis très preneur de partage d'expérience, donc n'hésitez pas à me contacter aussi sur ce sujet. Merci.